Les deux collègues qui sont à mes côtés vont parler et on va commencer avec Maïté Snauwaert, qui est l'auteur de la première monographie sur Philippe Forest. Le titre, c'est Philippe Forest, la littérature à contretemps, Paris aux éditions Cécile Défaut à Nantes en 2012. Elle a co-dirigé, Nicole, elle est là? Non, et c'est tant mieux, dirait-on presque. Elle a dirigé des dossiers, Marguerite Duras, l'image critique, pour la revue Dalhousie French Studies, Barthes écrivain pour le magazine Spirale, et en collaboration, oui, c'est un mot difficile pour les Allemands, un dossier sur les liens entre littérature, éthique et responsabilité pour Études françaises. Elle a récemment publié Les années d'Annie Ernaux, la forme d'une vie de femme, dans la revue critique de fiction française contemporaine, dont j'ai distribué des prospectus hier. Merci beaucoup pour la coopération. Et Physique du deuil, note sur la dernière vie de Roland Barthes dans la revue Temps Zéro, écriture contemporaine. Donc, vous avez compris qu'on peut difficilement être plus contemporanéiste et je vous donne la parole. Merci, Wolfgang. Alors, je tiens d'abord à remercier les organisatrices et les organisateurs de la Ronde des Sentiments qui ont été pleins d'attention et de délicatesse dans leur manière de nous inviter comme de nous recevoir. Comme tout le monde a déjà cité Wikipédia, j'ai décidé, moi, de citer le trésor de la langue française. Et en fait, j'avais un peu envie de revenir sur une question de définition parce qu'il me semble qu'on a pris les uns pour les autres l'affect, l'émotion et le sentiment. Donc j'aimerais juste clarifier en fait les petites distinctions qui existent entre ces notions parce qu'elles me semblent intéressantes pour nos débats. Alors j'ai retenu seulement certains aspects de ces définitions qui vont être pertinents à mon propos. Donc le sentiment inclut la conscience que l'on a de soi et du monde extérieur. La faculté de sentir, de comprendre ou d'apprécier un certain nombre de choses, de valeurs. Ça va ? Ah, c'est trop proche. Il ne faut pas que je m'entende. Parce que j'en suis. L'affect, quant à lui, est une disposition affective élémentaire par opposition à l'intellect, que l'on peut décrire par l'observation, mais que l'on ne peut pas analyser. Je le pousse un peu. C'était ça la performance, en fait. C'est là justement donc l'affect, on ne peut pas l'analyser. L'émotion, c'est une conduite réactive, réflexive, involontaire, qui est vécue simultanément au niveau du corps d'une manière plus ou moins violente et affectivement sur le mode du plaisir ou de la douleur. Alors je reviens en dernier au sentiment parce qu'il est aussi évidemment l'état affectif complexe, assez stable et durable, composé d'éléments intellectuels, émotifs ou moraux et qui concerne soit le moi, soit autrui. Donc j'aime cette idée, je vais m'y attacher, que dans le sentiment, il y a une dimension morale et une dimension intellectuelle et la dimension d'une conscience de soi. Avec le retour du sujet et du récit, je vous regarde et chaque fois que vous n'êtes pas satisfaite, je me procure. Avec le retour du sujet et du récit qui marque le début de l'époque contemporaine en littérature, apparaissait au milieu des années 70 ce qu'Edgar Morin a appelé un retour de la mort en Occident. Retour dans les discours, comme objet d'intérêt des sciences humaines, en particulier l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, et retour comme préoccupation affrontée directement après une période d'escamotage dont l'historien Philippe Ariès situait les prémices au cours du XIXe siècle et l'établissement après la Première Guerre mondiale. Selon Ariès et Morin, dont la démonstration a informé durablement les sciences sociales, cette dissimulation de la mort correspondait à la diminution des rituels sociaux entourant le défunt et le deuil. Or, Ariès déjà se fondait sur la littérature, illustrant par la mort d'Ivan Illich la progressive confiscation de sa mort subie par le mourant, qui se voyait privé du savoir de celle-ci, à la fois par le discours médical et l'euphémisation familiale.
Ne pouvant se préparer dignement à mourir dans le plein jour d'une conscience de la fin, le mourant se laissait peu à peu glisser dans une complicité silencieuse plutôt que dupe, destinée à ne pas importuner l'entourage. Dominique Rabaté a reconduit dans sa belle étude du récit de Tolstoï cette lecture d'un débat entre savoir et non-savoir de la fin, entre acceptation et refus, entre la lucidité et ce que Sartre, plus tard, appellerait la mauvaise foi. En réponse aux interrogations lancées par le colloque, je voudrais proposer que la confrontation avec les sentiments observables dans la littérature actuelle a tout à voir avec ce retour de la mort, en tout cas avec le traitement réservé en Occident depuis un siècle au deuil et à la fin de vie. Qu'elle répond donc à une nécessité historique, qu'elle est devenue inévitable. Une partie non négligeable de cette littérature du sentiment, nostalgique, voire mélancolique, est une littérature du deuil. Et pour le corpus auquel je vais m'intéresser, elle est, pour reprendre la catégorisation anglo-saxonne, une littérature de non-fiction. Des auteurs en milieu de vie, frappés par des catastrophes individuelles, Philippe Forest, Bernard Chambaz, ou collectives, Emmanuel Carrère, ou bien par l'imminence consécutive à des deuils ou à la maladie de leur propre disparition, Annie Ernaux, Jane Sautière, Michel Desbordes, Patrick Autréau, publient des textes qui ne font pas mystère de leur lien à l'expérience de l'auteur. Relayant, semble-t-il, la leçon philosophique de Montaigne et l'actualisant, ces auteurs font émerger de leurs textes la nécessité d'apprendre à mourir. Corollairement, les études féministes et les sciences politiques ont importé depuis plusieurs années en France les apports de la psychologie puis de la philosophie morale américaine. En particulier, ils en retiennent une éthique de l'attention, ethics of care, ou une éthique du soin, comme j'aime l'appeler, parce que le terme de soin rend mieux la polysémie du terme care, le spectre qui recouvre des acceptions allant de soigner à prendre soin ou avoir soin de quelqu'un ou de quelque chose. Cette éthique de l'attention, qui a été bien mise en évidence hier par Alexis Gély dans sa conférence, ou cette éthique de la sollicitude telle qu'elle est également traduite, s'emploie, je cite Vanessa Neurock qui a contribué à introduire la notion en France, s'emploie à faire entendre la manière dont les situations morales sont vécues par les personnes. Il s'agit pour cette éthique de prendre en considération, je cite, certains types d'activités, de relations et de préoccupations ou questionnements qui sont généralement les laissés pour compte de la réflexion morale, dévalorisés par les sociétés occidentales aux marges de la visibilité et assignés aux personnes considérées comme subalternes en termes de genre et d'origine. Fin de citation. L'une des premières conséquences de cette éthique de l'attention ou du care est de faire sortir de la sphère privée, voire domestique, où il a historiquement été confiné, tout le domaine des soins à la personne, à l'enfant, aux malades, aux vieillards, aux mourants. Ce, afin d'en faire le lieu d'une attention, de faire émerger, écrit Sandra Logier, ce qui est important, ce qui compte, mais qui ne se voit pas. Afin que ce soit la société tout entière, non pas seulement les femmes, non pas seulement les immigrés de couleur, qui en prennent soin. Ces travaux reposent sur la logique anglo-saxonne de la jurisprudence, du cas particulier sur lequel ériger le général, ce qui explique la résistance qu'ils ont longtemps rencontrée en France, et ce qui a des conséquences évidemment sur la vision de la justice sociale. Or, cette littérature du sentiment, comme l'ont joliment désigné les organisateurs du colloque, qui émerge depuis quelques années en France, met en évidence un intérêt pour les questions liées à l'enfant, à la vieillesse, à la maladie, à la dégénérescence. Comme dans l'éthique du care, elle valorise la place de l'expérience, le fait que chaque situation est particulière. Ce, d'autant mieux lorsque des textes écrits à la première personne ne se dérobent pas au fait qu'ils affrontent le réel. Ces textes portent attention aux formes de vie négligées, mineures, domestiques, à toute la vie des sentiments qui animent et informent les relations humaines. L'écho entre philosophie morale est sans doute involontaire, bien que Martha Nussbaum modélise depuis plusieurs années sa conception de la littérature comme philosophie morale. Je postule néanmoins que l'historicité de cette coïncidence n'est pas hasardeuse, mais qu'elle est liée à un ethos de fin de siècle et de nouveau millénaire. Quand Patrick Autréau passe du statut de médecin dans Soigner à celui de patient dans Se survivre, quand Sautière écrit son récit bouleversant sur la prison, Fragmentation d'un lieu commun, ou quand Carrère entremêle étrangement dans d'autres vies que la mienne le tsunami de 2004, le cancer et les commissions de surendettement en France, tous s'intéressent à des formes de vie diminuées, vie carcérale, malade ou survivante, vie abruptement emportée. Or, écrit Sandra Logier, pas de care sans perception de ce commun, sans attention au réel et sans expression qui m'y fasse entendre,
ce seraient les 3 conditions, en quelque sorte, de cette littérature du sentiment, selon moi. Une perception du commun, une attention au réel et une expression qui m'y fasse entendre, qui fait entendre chaque sujet particulier, chaque auteur, dans sa voix propre. Ces textes montrent que ces vies sont encore des vies. Ils y trouvent la validité propre du particulier. Comme lorsque Forest, dans L'Enfant éternel, montre à quel point l'enfant sur le point de mourir est déjà vivante d'une vie propre à 4 ans, et qu'elle est plus avancée dans le savoir de la mort que le plus ancien des vieillards. Alors maintenant, je voudrais dire qu'elle est plus avancée dans la connaissance de la mort, car j'ai aussi appris à faire cette distinction hier. Cet intérêt pour la vie de l'autre, initié en France par les fictions biographiques, s'est ensuite porté sur des contemporains directs des auteurs, et bientôt sur des proches. En particulier dans des récits de deuil, de la compagne d'une vie, comme dans Le Train de Michel Deguy, de l'enfant, dans Philippe de Camille Laurence, Martin cet été de Bernard Chambaz, et bien sûr L'Enfant éternel, ou encore dans À ce soir de Laura Adler. Ce retour du sentiment s'est lié de façon plus surprenante, moins historiquement attendue dans la littérature des hommes, à une écriture de la relation familiale, et singulièrement de la paternité. Lorsque Carrère écrit dans L'Adversaire sur l'affaire Roman, c'est depuis un rapport d'identification à l'image du père, déjà exploré dans son récit La classe de neige. D'autre vie que la mienne est suscitée par la disparition d'une petite fille dans la vague du tsunami, dont l'auteur est témoin, puis par la mort imminente d'une mère de 3 enfants. Philippe Fauré se lance, on le sait, dans l'aventure romanesque parce qu'il vient de perdre sa fille, et toute son œuvre ensuite s'y rapporte. Autre père inconsolable, Bernard Chambaz écrit dans Martin cet été, comme le fera ensuite Fauré, que la perte de son fils constitue l'événement central de sa vie d'homme. Je voudrais alors suggérer une filiation qui pourra sembler arbitraire et qui l'est à ce stade de ma recherche, mais qui me servira d'hypothèse pour expliquer la progressive réapparition des sentiments dans la littérature française contemporaine des hommes. Le prédécesseur de ces récits, selon mon hypothèse, est le dernier Roland Barthes, celui du journal de deuil. Celui qui forme le vœu, dans sa leçon sur Proust au Collège de France, d'une, je le cite, « histoire pathétique de la littérature ». Philippe Forest, dont la dette à l'égard de Barthes est incontestable, postule que, je cite, « le pathétique est l'un des éléments obligés de toute poétique conséquente ». Si, comme Barthes avait fini par le penser à la fin de sa vie, la littérature se rapporte à cet affect ultime qu'on nomme pitié ou compassion. Fin de citation. Cette histoire pathétique de la littérature serait donc celle, émotive, subjective, en partie fortuite, des œuvres qui viennent nous toucher au cœur de notre vie. Celles peut-être qui viennent ouvrir notre vie en deux, en son milieu, avant, après. Par la lecture de ces romans vrais, comme les nomme Fauré, le lecteur courrait la chance de s'ouvrir à lui-même la route d'un retour vers l'énigme émouvante de son expérience la plus singulière. C'est Fauré qui écrit ça. Tandis que leurs auteurs, eux, courraient la chance de coïncider, le temps d'une œuvre, avec leur vie, ou plutôt avec leur vivre. Non pas leur biographie, mais leur sentiment de soi, et non de moi, comme l'a bien montré hier Jeanne Benhammer. Leur affection dans et par le temps, le sentiment de leur propre historicité. Barthes avait commencé d'entreprendre, dans l'essai personnel de la Chambre claire et dans ce qui est devenu le journal de deuil, qui trouve tant d'écho dans la préparation du roman, cette mise en œuvre d'un discours de sujet affecté, qui alimentait déjà son œuvre critique et qu'il appelait roman. Étant entendu, écrivait-il, que j'appelle ainsi, par commodité, toute forme qui soit nouvelle par rapport à ma pratique passée. Une citation. Car lorsque Barthes conçoit cette vision nouvelle de l'histoire littéraire, aussi bien que le projet d'une écriture en rupture avec sa pratique précédente, il a passé, comme les auteurs que j'ai mentionnés, le milieu du chemin de sa vie, selon la belle formule qu'il extrait de la Vita Nova de Dante. Ce passage est amené, comme c'est le cas le plus souvent, en particulier en Occident, par l'expérience d'un deuil atroce, dit-il, celui en l'occurrence de la compagne et du témoin de toute sa vie. Il correspond au moment de la prise de conscience de sa propre mortalité. Barthes est à présent, écrit-il, à lui-même sa propre mère, sans filiation ni descendance. Il est le dernier, ou plutôt, je postule, il devient dernier. Un sujet affecté par le temps, habité par le sentiment de sa disparition prochaine. Avec ce deuil qui marque le milieu de sa vie, non pas mathématique mais éthique, comme il l'explique, survient non seulement le deuil des possibles, la réalisation de ce que la vie va finir, de ce que le temps est compté,
mais aussi l'impulsion d'une vie nouvelle, une vita nova, d'un réveil soudain qui incite à délaisser l'inessentiel pour atteindre son ambition vraie. Le deuil, écrit Barthes, sera le meilleur de ma vie, ce qui la divise irrémédiablement en deux parties, avant, après. Les notes intimes et laconiques, presque secrètes du journal de deuil, confiné à la sphère privée, indiquent la pudeur et la retenue de l'individu Barthes. Pourtant, leur tenue même, par celui qui écrivait dans le degré zéro de l'écriture que le noté apparaît toujours comme du notable, et qui tenait au demeurant en peu d'estime le journal intime, la tenue même donc de ce journal, de ces notes, témoigne d'une volonté, non pas personnelle mais subjective, de s'exposer, de livrer par l'écriture quelque chose de ce qui a été, de ce que l'on a été. Ce passage du temps en nous, ce chemin qu'il fait en passant par notre corps et que l'écrit transmet. Vladimir Yankelevitch, dans son ouvrage La mort, également en 70, se demandait quand penser la mort. Barthes semble avoir identifié ce moment. Il est celui où on reconnaît sa vie comme possible, en même temps qu'on la découvre comme finie. Évidemment pas au sens de terminée, mais au sens de sujette à la finitude. Fauré ne parvient-il pas ainsi au constat, dans Le siècle des nuages, roman cette fois non de l'enfant mais du père, au constat que le seul vrai savoir transmis par celui-ci, c'est d'avoir les mains vides devant l'avenir qui vient. Ce seul savoir que chacun, pour soi seul, doit tout recommencer. Et sa réponse légère, profonde d'écrivain à cette crise, c'est qu'on ne peut qu'aimer. Même, et peut-être surtout, si toutes les choses aimées sont appelées à disparaître. Aimer, créer sont les deux seules façons humaines d'habiter le temps. Ainsi, le chat du Schrödinger, qui repose sur une anecdote très mince, qui est l'apparition d'un chat la nuit dans son jardin. Ce chat du chat de Schrödinger, son dernier roman, est-il une autre forme de vie mineure promise à l'extinction? Infiniment aimable, peut-être parce que promise à l'extinction, ou bien parce que miroir de notre propre condition. Vous êtes familier avec l'expérience du chat de Schrödinger, qui est à la fois vivant et mort pour les besoins de l'observation scientifique. Donc miroir de notre condition que ce chat, vivant et mort, vivant dans la conscience de la mort, vivant en même temps que se sachant devoir mourir. Ce que met en œuvre la littérature du sentiment, c'est ainsi ce grand pathétique de toute chose à la fois vivante et promise à la mort, à la disparition prochaine, écrivait Philippe Fauré dans Les épreuves du chat. La vie apparaît alors, je le cite, comme toute cette affaire dans laquelle on a eu l'imprudence de s'engager, et pour laquelle, on le savait bien, on aurait dû le savoir, il n'y aurait pas d'autre fin que celle-là. Cette littérature du sentiment, c'est donc une littérature du deuil. Ce sentiment, un sentiment de la fin. Car c'est une littérature, du moins dans ma lecture, du milieu de la vie, de la crise, c'est-à-dire de la transformation peut-être ultime, liée à la compréhension de l'approche de la mort. Que celle-ci soit imminente ou indéfinie, elle est maintenant sue. Mais s'il y a un retour du sentiment, je crois que c'est dans la littérature des hommes qu'il se fait, le sentiment n'ayant pas, selon moi, fait défaut dans la littérature des femmes depuis le XVIIIe siècle, à travers l'observation psychologique, la description des relations, la focalisation sur la sphère privée précisément et domestique, qu'on lui a justement longtemps reproché. Cette littérature du sentiment de la fin, au demeurant, elle existe bien sûr chez les femmes dans la littérature d'aujourd'hui. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur mon propos. Elle existe selon des modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne l'approche du vieillissement, mais qui ont également tout à voir avec le milieu du chemin de la vie. Chez Sautière, par exemple, c'est le moment où, à 50 ans, désignée comme nullipare dans l'ordre de la reproduction, elle fait face à la fin de ce possible-là, avoir des enfants. Ayant basculé du côté de l'impossible, l'ayant su, mais le découvrant là, dans la réalité obscène du mot, annihilante, qui annonce la fin de vie, et qui annonce, comme chez Barthes, la solitude de la vie dernière, sans descendance. Ou bien chez Ernaux, c'est ce moment de la révélation, si j'ose dire, apporté par le cancer du sein, signal fort d'un âge atteint dans l'historicité d'un corps de femme. Non pas l'âge du cancer du sein, évidemment, mais comme chez Barthes, l'âge non mathématique où, écrit-il, il faut que je choisisse ma dernière vie. Si j'ai choisi de mettre l'accent sur la littérature des hommes, c'est parce que ce n'est pas d'eux historiquement qu'on attend le sentiment, en tout cas son expression.
C'est donc d'eux, selon moi, que vient aujourd'hui la surprise. Enfin, en tout cas, des quelques auteurs que j'ai mentionnés. Il y a une historicité du sentiment qui a ses expressions appropriées selon les époques, les sociétés, les cultures, et qui a ses interdits aussi bien. Or, ces auteurs d'aujourd'hui se montrent prêts, non sans pathos, comme l'écrit Philippe Fauré, donc finalement avec pathos, il me semble que c'est plus simple que la double négation. Ils sont prêts à manifester les bouleversements amenés par des événements marquants de leur vie, rencontres, décès, amour, enfants. Prêts à se montrer affectés et à le faire voir dans leur voix singulière. Ils mettent au jour une littérature décomplexée qui revendique la puissance des sentiments humains et la nécessité pour qu'ils circulent, comme le suggère la théorie contemporaine des affects, de les écrire. S'il y a une ronde des sentiments, alors c'est moins comme cycle, retour circulaire, que comme figure d'une littérature du lien, au sens où on ferait la ronde ensemble. Emmanuel Carrère écrit ainsi à la fin de D'autres vies que la mienne. Ah, et puis, je préfère ce qui me rapproche des autres hommes à ce qui m'en distingue. Cela aussi est nouveau. Je conclus. Je postule donc que Barthes a inauguré au tournant des années 80, par son écriture nouvelle et sa vision d'une histoire pathétique des œuvres, un nouveau paradigme, celui d'une écriture de sujets affectés, et qui le montre. Non pas un simple essai ou récit à la première personne, mais une prose ouvertement subjective et liée à l'expérience. La continuation actuelle de cette voie est liée à son influence profonde et durable sur les lettres françaises. Ces hommes qui écrivent la mort d'enfants, les leurs ou ceux des autres, ont passé eux aussi ce milieu du chemin de la vie. Ils se présentent dans une lumière de la fin, face à une vie tardive, dernière pour certains, nouvelle pour d'autres, marquée par le motif de la réforme ou de la conversion. La ligne de partage entre un avant et un après, de la découverte de chacun dans l'ordre de la filiation, ou dans l'ordre des générations. Les vies qu'ils dessinent, les leurs et celles des autres, celles qui les intéressent, sont des vies dont la ligne a été brisée et renouvelée à la fois par la prise de conscience de la mort. De Chambaz à Carrère, du récit discret au roman à succès, ces auteurs renoncent à la pudeur socialement requise en Occident devant les circonstances les plus graves. Ils sortent du silence entourant le deuil, exposent pour la généraliser ce que leur expérience a de plus personnel. Ils ramènent dans la lumière des formes de vie que leur domesticité ou leur minorisation sociale avaient confinées dans le privé, et par conséquent, socialement et historiquement, dans le domaine d'attention des femmes, jusqu'à leur écriture. Je vous remercie. Merci beaucoup Maïté, merci surtout pour avoir introduit deux perspectives nouvelles. Donc d'un côté les modalités spécifiques des sentiments des hommes et de l'autre côté une dimension qui me semble est déjà apparue, au moins implicitement, celle d'un sujet, dans ce cas masculin, affecté par affecté par un événement signifiant un avant et un après, qui transforme la littérature aussi en philosophie morale. Donc je crois que ça va nous faire réfléchir et aussi amener pas mal de questions. Je passe à ma voisine de gauche, vue de votre côté. À Marika Piva de l'Université de Padova. Vous avez pu lire dans la présentation qu'elle travaille avec une bourse de recherche à cette université et elle est venue au contemporain par des travaux sur les littératures du XVIIIe et XIXe siècle, surtout consacrée à Chateaubriand, dont elle a traduit l'essai sur la littérature anglaise, et elle participe à l'édition des œuvres complètes, spécialement au volume des Mémoires d'Outre-Tombe. Ce qui nous permet de l'avoir avec nous, c'est son intérêt pour la littérature contemporaine dans un autre contexte, dans le cadre d'un projet de jeunes chercheurs à l'université de Padoue. Et dans ce contexte, elle a publié
un livre, Nymphea in Fabula, le bouquet d'histoire de Chloé Delhomme, l'année dernière, et c'est sur cet auteur qu'elle va nous parler maintenant tout de suite. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, je voudrais à mon tour remercier pour l'invitation. Alors, justement, je ne suis pas une spécialiste des saints contemporains, donc je m'excuse déjà. Ce que je vais faire tombe un peu à propos, parce que justement, je vais commencer sur une question de définition. Alors, il est inconcevable d'aborder un sujet chez Chloé Delhomme dont les personnages s'expriment plus qu'ils n'agissent, quitte à citer le petit Robert dans le texte, sans mener une enquête minimale sur le terme clé du domaine en question. Si l'auteur ne se penche pas explicitement sur une définition des sentiments, sur une différenciation de cela par rapport aux émotions et aux passions, il n'en reste pas moins que sa naissance en tant que lectrice est marquée par le cours des jours de Boris Vian, et notamment par la phrase « Il n'est pas malheureux, il a souri, il a de la peine ». C'est à ce moment-là qu'elle prend conscience de la centralité des mots et de la langue dans la narration, quand elle comprend la différence entre être malheureux et avoir de la peine, quand elle réalise que l'expression des souffrances qu'elle ressent nécessite de la bonne et du forme langagère. D'une manière semblable, dans Une femme avec personne dedans, la transformation de son couple en un ménage à trois correspond pour l'auteur à une révélation lexicale. Alors, je suis désolée pour vous. Alors, je vous ai donné l'extrait. Alors là, vous voyez, il s'agit de la différence entre aimer et être amoureuse. Alors, éprouver de l'amour et le décrire est évidemment une tâche peu malaisée que celle d'exprimer de la douleur pour l'auteur, qui est un habitué des sentiments négatifs et qui est salué comme la reine du genre récit de filles en colère. Le début de Chloé Delhomme dans l'écriture se place d'ailleurs sous le signe de l'estorisation d'un autre sentiment violent, la jalousie, autour duquel se développent les mouflettes d'Antorpus. Puisque raconter les sentiments les plus intimes est tout de même difficile, l'auteur a recours à des formules. Ce premier roman s'ouvre en effet sous la recherche obsessive d'une formule de physique. Le poids des lampades en corps en mouvement, les bouchons de champagne, contre un corps immobile, l'écho de l'utérus de la maîtresse de son mari. Cette justement recherche d'une formule de physique se superpose à la quête d'une expression pour relater les ressentiments. Ce dernier ne se calcule pas, mais, je cite, ça intervient bien quelque part sur la masse, le poids, les volumes. La jalousie de la protagoniste, selon ses dires, ne provoque ni de compréhension ni d'empathie, parce que ce sentiment est ancien, obsolète. Le résultat est une narration où la recherche d'une voix pour raconter ce qui se passe au-dedans d'elle se mêle aux dires des gens autour d'elle et à une réactivation des thèmes de la tradition. Le motif du cœur mangé, par exemple, qui traverse la littérature du Moyen-Âge, devient dans ces romans la transformation de la maîtresse de son ami en un bon petit plat qu'on donne à manger justement au mari. Les sentiments prépondérants de ces romans est la haine, et l'auteur arrive à monter sur la balance et à regarder le poids qu'elle affiche en disant « c'est pas possible que je pèse si peu » parce que la haine contenue dans mon corps est, je cite encore, si lourde, tellement plus lourde que ça. Encore une fois, c'est la nécessité de quantifier, de calculer qui domine. Face à un sentiment violent qui envahit la personne, l'auteur éprouve la nécessité de le comprendre et de le limiter grâce à une définition, comme dans ce cas, à travers une mensuration. Dans ce roman, ce sont les mouvements viscéraux qui l'emportent. La jalousie et la haine ne se placent évidemment pas dans la tête. La partie rationnelle cherche à reprendre le pas en superposant des grilles raisonnables à des aspects qui ne le sont pas, c'est-à-dire des formules mathématiques dans lesquelles les sentiments cherchent à avoir un poids, justement, devenir quelque chose de calculable. Si l'approche scientifique ne représente pas une solution face aux émotions s'emparant de la protagoniste, elle permet quand même de les exprimer. Les formules, en effet, envahissent les textes de Chloé Delhomme, et cette dernière souligne explicitement
les aspects rapprochant sa production aux sciences exactes. Je cite, « Autofiction, comme en physique quantique, le fait d'observer change l'état de ce qui est observé. » Elle déclare utiliser son vécu comme matériau, c'est-à-dire de nouveau, et de ne faire confiance à la mémoire, mais plutôt au verbe. Son affirmation en médecine chinoise, le cœur est relié à la langue, offre une explication de sa démarche d'écriture, laissant entendre que la vérité à chercher dans les sièges classiques des sentiments, c'est-à-dire le cœur, et non pas dans le cerveau, où se place au contraire la mémoire qui est fautive. Cette opposition mérite qu'on s'arrête un moment sous certaines des dichotomies traditionnelles qui concernent les sentiments. L'héritage culturel a pendant longtemps scindé la cognition et l'émotion, le cerveau et l'esprit. L'histoire de la neuroanatomie des émotions a entre-temps évidemment progressé. En simplifiant à l'extrême, je vous demande pardon encore une fois, tout d'abord on considéra les sentiments comme une conséquence de l'émotion. Ensuite, on déclara la simultanéité de l'excitation physiologique et de l'expérience émotionnelle, l'émotion devient donc un phénomène cognitif. Et suite à la description du lobe limbique du cerveau et à l'hypothèse de l'existence d'un système de l'émotion, le système de Papez justement, on aboutit à la théorie de Paul MacLean, le cerveau triunique. Selon cette thèse, trois cerveaux se sont superposés et coexistent chez les mammifères. Le cerveau reptilien, siège des fonctions de survie, est responsable des comportements primitifs. Le système limbique, qu'on nomme aussi le cerveau des émotions, justement, et le néocortex, c'est-à-dire l'organe de la raison. Ce modèle, actuellement dépassé, est à l'origine de l'idée du cortex, siège de la raison, contrôlant l'hypothalamus, organe de l'instinct et des pulsions. Alors justement, dans ces ouvrages, le de l'homme explicite certaines étapes des progrès de la science médicale dans l'étude cognitive de la mémoire et des émotions qui sont strictement liées. En assimilant par exemple la théorie de MacLean à sa propre attaque au système télévisé. Je vous ai donné là un extrait tiré, comme vous voyez, de J'habite dans la télévision. Selon Delhomme, le système télévisé est responsable de la mise à disposition temporelle et cérébrale des gens aux messages publicitaires. Et l'auteur analyse les effets d'une exposition prolongée à la télévision. Alors vous voyez que j'ai souligné avec les couleurs le néocortex, le cerveau limbique et le cerveau reptilien. C'est justement la théorie que je viens de vous expliquer un peu de nous. Ce que je voudrais souligner est tout d'abord l'assimilation du cerveau au corps. Évidemment, il s'agit d'une partie anatomique, mais Delhomme en distingue nettement la partie proprement rationnelle dont elle ne s'occupe pas. Le néocortex, le « je pense » de l'extrait, est tout simplement nommé. D'autre part, la conception matérielle domine l'évocation du cerveau limbique, le « je ressens » du passage. Les émotions dont il est le siège se réduisent ici au plaisir, et plus spécifiquement à la jouissance sexuelle. De fait, la fin de l'extrait associe le plaisir à l'orgasme en mettant en parallèle l'identité avec l'union charnelle. La réclame mime le mouvement cadencé de la population, apte à faire attendre le point culminant du plaisir et les conséquents étourdissements. Si pour Marx, la religion est l'opinion du peuple, pour Delhomme, la pub est le sexe des gens contemporains. Il semble assez évident qu'on est face à la conception selon laquelle les émotions perturbent et obscurcissent la raison jusqu'à devenir des véritables maladies de l'âme. Il s'agit d'un argument philosophique et religieux traditionnel qui stigmatise les passions en mettant en avant la perte du contrôle de soi qu'elle entraîne. L'être humain, pour l'auteur, ne doit pas se réduire à la recherche du plaisir, évidemment. Cette conception devient encore plus évidente dans « Au commencement était l'adverbe », où Clotilde Melis, double littéraire de Chloé Delhomme, accuse Anaïs, personnage de son dernier roman fictif, d'avoir besoin de jouir pour comprendre. Ce rapport au plaisir représente une aliénation. Anaïs, quant à elle, affirme se noyer dans l'orgasme pour dissoudre son angoisse. De fait, ce personnage représente une mise en abîme de mécanismes mis en place pour se préserver des sentiments négatifs.
La réaction de ce personnage, Anaïs, au moment où il comprend qu'il n'est pas une vraie personne, mais seulement le fruit de l'imagination de l'écrivaine, est une accusation féroce. Les fautes dont Clotilde est coupable impliquent la falsification des éléments les plus intimes du personnage. Je cite: de mots sur les papiers, sentiments, émotions, souvenirs, pensées, ressentis, rien n'est vrai. Et encore, une attirance factice, une passion rédigée. Chaque baiser n'était rien qu'une donnée syntaxique. La pulsion, le désir, tout à tout fabriqué. Le péché de l'auteur est donc celui d'avoir créé dans son laboratoire un être doué des sentiments fictifs, sans s'essuyer de sa souffrance. Je reviendrai. Par contre, dans La vanité des somnambules, les sentiments sont de façon classique coloqués dans le cœur et ils deviennent l'objet d'une analyse qui mêle encore une fois des données scientifiques et notamment médicales à une prise en charge de sa propre intimité. L'auteur entreprend l'observation de sa situation sentimentale, ou mieux, de la situation sentimentale du corps dont elle a pris possession, le corps de Nathalie Anne, dont Chloé Delhomme, le personnage de fiction, a pris justement possession. Et pendant 6 pages, vous avez là seulement le début, la description des chagrins qui affligent et dégradent le cœur alterne avec l'exposé portant sur les cancers de la peau. Ce sont les parties anicaliques. Les évocations littéraires explicites, Phèdre par exemple, se mêlent aux souvenirs personnels de l'auteur et aux termes médicaux pour décréter l'incurabilité du mal. Bien que le personnage de fiction soit normalement très doué pour l'amour, Chloé Delhomme affirme: l'amour m'est impossible. Dès mon introduction, l'amour fut impossible. J'ai perdu cette capacité. Perdu. La théorie classique des passions, ou mieux l'image traditionnelle du cœur atteint et blessé par les sentiments, apparaît plusieurs fois dans les pages de Delhomme. Comme d'habitude, l'utilisation d'expressions figées n'est jamais sans une distanciation ironique qui joue avec les sons propres du mot. Il importe de noter que l'auteur alterne les visions traditionnelles et stéréotypées des représentations affectives à des données scientifiques, le plus souvent médicales. C'est donc la conception classique des passions et ses clichés qui font face à l'approche cognitive. Mais, tout bien considéré, le bouleversement exprimé par les tragédies de Racine et analysé par le traité des passions de l'âme de Descartes est à la base de la théorie moderne des passions, c'est-à-dire ce que la psychologie expérimentale appelle à présent les émotions fondamentales. Des états complexes mêlant troubles physiologiques et sensations affectives impossibles à nier et à contourner. L'apparente contradiction donc entre la vision traditionnelle et les découvertes scientifiques s'est réduit au choc du mélange de formes d'expression différentes. Ce qui semble par contre manquer totalement dans les ouvrages de Delhomme est le passage que Philip Stewart nomme l'invention du sentiment, la conception affective qui se développe au XVIIIe siècle et qui voit dans les sentiments une catégorie plus subtile, variée et positive explorée par la littérature. L'auteur a, somme toute, une façon réticente d'exprimer l'analyse des recoins de son moi et de mettre au jour les affections du sujet. Ses œuvres se limitent à une prise en charge des états momentanés ou durables, sans s'attarder sur un examen psychologique minutieux qui semble banni de ces pages. L'expression des sentiments chez Chloé Delhomme se situe dans ce que Jacques Cosnier nomme l'inévitable postulat empathique, en soulignant que lorsque les savants et les philosophes traitent des émotions, ils se mettent sans cesse en scène, à travers des autoréférences habituellement exclues de la production scientifique. L'introspection prend ainsi place dans l'objectivité de la recherche sans en altérer la nature. Le credo de Chloé Delhomme, le choix de l'autofiction et de la littérature expérimentale comme son terrain d'élection, autorise et même anoblisse l'expression des sentiments. Les histoires personnelles de la trinité auteur, narratrice, protagoniste Chloé Delhomme tiennent à sa démarche expérimentale. Il ne s'agit nullement de se pencher de façon pathétique sur soi-même, ni de dresser une anatomie des propres émotions, mais plutôt de mettre sur papier le reportage d'une auto-expérimentation qui collectionne des morceaux du moi dans le but de les tester. Les sentiments
deviennent donc non seulement des éléments objets de l'observation, mais aussi le résultat des expérimentations accomplies sur le sujet. Les événements racontés sont liés au ressenti de l'auteur et en même temps, chaque chantier d'écriture sollicite la conscience des sentiments éprouvés en provoquant aussi des états émotionnels qui relèvent parfois d'une perturbation de l'affectivité. Or, il est bien de le rappeler, Chloé Delhomme est atteinte de troubles bipolaires. Dès son adolescence, elle a manifesté des problèmes justement de l'humeur qui la font passer des états émotionnels extrêmes. Elle a été suicide sérielle, elle a tenté 13 fois de se suicider. Elle raconte tout ça dans ses romans, donc il ne s'agit pas d'une approche biographique, mais justement littéraire. Elle est internée plusieurs fois dans des hôpitaux psychiatriques. Alors, sa connaissance des maladies mentales est donc directe et s'appuie aussi sur les différentes théories psychanalytiques envers lesquelles, encore une fois, elle ne manque pas de prendre une distance ironique. La différence fondamentale qu'elle pose est celle entre névrose et psychose. Longuement, elle a pensé que la psychanalyse lui était inutile puisqu'elle était justement une malade psychiatrique. Bien qu'elle a vu son penchant pour Lacan, qu'elle nomme souvent. Qui plus est, elle classe la psychiatrie parmi les fictions collectives qu'elle veut abolir et cite Foucault en tant qu'autorité. L'enjeu est le sujet, le moi, sa définition et son rapport avec la maladie. C'est justement sous ces signes que Gladys Wayne propose de lire la naissance de la psychiatrie dans son essai Le sujet de la folie. Foucault, dans l'histoire de la folie à l'âge classique, dresse un tableau d'une vaste réduction au silence de la déraison qui culmine dans la prétention de la raison à créer une science objective de l'autre, correspondant de fait à un rejet de ces derniers. Au contraire, l'analyse de l'établissement de la clinique psychiatrique de la part des Swain propose un retournement paradoxal de l'objectivation clinique et souligne la distance subjective conservée par l'aliéné vis-à-vis de son aliénation. L'histoire de la folie serait donc à réinscrire dans le cadre de la révolution moderne de l'identité. Le temps d'écrire Épinel présente l'aliéné comme quelqu'un qui n'ignore pas son état. Bref, on insiste sur le fait justement que le fou reste le sujet de la folie. Si la folie est une mise en cause du malade en tant que sujet, ce ne sera que Lacan a théorisé que la psychose éclipse la fonction subjective. Or, ce qui m'intéresse de souligner est la position de Pinel face aux passions, justement. Elles offrent le double avantage de marquer l'extériorité de la perturbation subjective par rapport aux fonctions perturbées de l'entendement, tout en désignant d'autre part une totalité englobante de l'être personnel, unissant le moral et le physique, le corps et l'esprit dans une seule et même vitalité. Ses successeurs souligneront la perte d'unité de moi des aliénés, une forme de duplicité qui mène à une altération de leur partie affective. Enfin, avec Freud, on le sait, on découvrira que les phénomènes psychopathologiques offrent une clé d'entrée dans le moi et la mise en question de l'unité du sujet s'effectuera par le dedans. Alors, je vous ai rapporté ici un extrait tiré de ce crime d'Antoine Delhomme, où justement l'auteur se rappelle donc de son internement et dit justement que s'écrire durant un internement influe sur la structure du jeu qui, en ces instants, est friable, éclaté, souvent perdu de vue. Et encore, c'est la souffrance passée qui remonte et en quelque sorte oblige à l'invention pour chercher une légitimation à la douleur. Dans La règle du jeu, version accomplie de l'essai précédent, l'autrice retrace un épisode de 1995 où elle dit justement qu'elle invente des douleurs qu'elle n'a pas éprouvées pour pouvoir s'envelopper de l'empathie des autres. J'ai le droit de pleurer, officielle dépression, puisque post-traumatique. Évidemment, mes larmes sont celles d'une petite fille. Il est important d'observer que dans ces innombrables mises en scène des dédoublements, l'ancien moi de l'auteur remonte à la surface justement à travers l'expression des sentiments.
L'unité dans l'œuvre de Delhomme est à chercher dans la recherche et la maîtrise progressive d'un discours de l'intime qui est fragmentaire et qui fait coexister de façon tout autre que pacifique des sentiments remontant des époques éloignées et des états de conscience différents. De façon cohérente, les triptyques des premiers romans mettent en scène la jalousie, les traumas enfantins et la dissociation identitaire. Et ils sont suivis de Corpus Finzi, texte qui propose une solution virtuelle aux émotions qui déchirent l'auteur. L'incarnation dans un jeu vidéo. Les Sims sont des êtres raisonnables et pragmatiques, programmés, je cite, pour ne pouvoir souffrir au-delà du seuil d'alerte. Ils ignorent les passions, mais connaissent l'amour et l'amitié, sentiments qui sont quantifiés et qui ne nuisent pas à leur équilibre. L'absence des passions et du désir élimine tout sentiment négatif de la menace, la violence, la cruauté, la pulsion de mort. Les sentiments extrêmes ainsi que les maladies mentales sont bannis de ce monde de pixels qui représente une fuite de la réalité. Je cite, « J'aime ce que je connais et je ne désire rien. Je nécessite, j'obtiens. Je ressors, je requiers, je satisfais. Je suis binaire jusqu'à mon sein. La carte du tendre est plus aisée une fois munie d'un GPS. » Ce n'est qu'un monde virtuel, les lieux où l'auteur peut être en paix avec elle-même, incarné dans un avatar qui ne connaît ni un déficit de régulation émotionnelle, ni une dissociation entre discours rationnel et réponse affective. Seulement par la suite, Delhomme reconnaîtra la potentialité de son appartenance au peuple des pyjamas bleus par rapport au moins monolithique des sujets normaux qui, d'après Lacan, s'émettent, je cite Delhomme citant Lacan, dans la position de ne pas prendre au sérieux la plus grande partie de leur discours intérieur. Alors, je termine en revenant sur le genre de l'autofiction, sur lequel on a justement discuté assez longtemps. Alors, pour Delhomme, l'autofiction ne peut nullement être une thérapie. Alors, elle admet qu'il s'agit là d'une négociation de la douleur, d'un pas qui lui a servi, donc l'écriture lui a été utile, mais elle insiste aussi sur le fait qu'il ne s'agit justement pas d'une thérapie et surtout que l'acte d'impudeur qu'elle commet ne peut pas être attaché à quelqu'un d'autre. Elle explicite qu'elle ne parle jamais des autres personnes, exception faite pour les morts et pour les ennemis, et surtout pas, je cite, de proches, ceux pour qui j'éprouve du respect, de l'amitié, de l'amour. Le sentiment ne passe donc pas tous dans les ouvrages de Chloé Delhomme. L'autofiction et l'autofiction font le tri des émotions en procédant à la dissection des seules sensations négatives dans le but de préserver les personnes pour lesquelles l'écrivaine éprouve des sentiments positifs. Preuve en est que l'amour, qu'il soit dans le cadre de la famille d'origine ou dans celui du couple, devient l'objet d'écriture seulement dans ses dérives négatives. Alors je passe un peu sur les exemples. L'autrice se met le plus souvent en scène en tant qu'être endeuillé, justement, à tout jamais privé de ce qui pourrait la combler et obligée à vivre dans un état de manque. La représentation des sentiments dans l'œuvre de Delhomme est volontairement partielle. L'autrice ne cherche nullement à créer un personnage noir, damné. Il s'agit plutôt d'exciter en quelque sorte ses propres sentiments en rouvrant d'anciennes plaies et en provoquant de nouvelles blessures dans le but d'en tirer des formes inédites à transposer à travers le langage. De fait, sa démonstration procède toujours par définition. Vous voyez l'autofiction, mythomanie littéraire, définition de mythomanie, et ainsi de suite. Pourtant, je l'ai déjà dit, Chloé Delhomme ne se limite pas à reproduire son histoire et son ressenti, elle le provoque. L'aveu de Clotilde dans Au commencement était l'adverbe révèle la dernière frontière qu'il fallait encore franchir. Le double littéraire de Chloé Delhomme a créé, on l'a dit, Anaïs, personnage de fiction avec lequel elle a vécu une histoire d'amour dans un but précis, pour vivre une expérience et vérifier aussi. J'avais besoin de savoir s'il était possible de tomber amoureuse d'un personnage fictif que j'avais créé moi-même.
L'auteur procède de façon systématique, en élargissant sa fictionnalisation à n'importe quel aspect. Il n'en reste pas moins que les sentiments, le ressenti, s'échappent toujours et imposent leur propre vérité. Clotilde a créé un personnage et s'en est servi pour que la jalousie s'envahisse à jamais de sa structure psychique. Ce personnage, Anaïs, ne peut pas lutter contre l'angoisse qu'elle éprouve face à sa créatrice, qui vise au contrôle absolu. Elle force donc cette dernière à écrire son propre suicide et à éprouver de la peine. Un chagrin nouveau qui trouve sa raison d'être dans la faute commise par l'écrivain. Les règles de l'autofiction que Chloé Delhomme a dictées n'influencent pas seulement ses actions, comme dans J'habite à la télévision. Elle ne se limite pas à exciter des sentiments, comme dans Ma maison sous terre. Elle crée des douleurs nouvelles. C'est la notion de la responsabilité de l'auteur qui s'introduit dans les pages de Delhomme au moment où elle provoque des sentiments dans ce personnage, mais aussi dans le lecteur. Et c'est le cas justement d'une femme avec personne des dents, ou une lectrice qui s'est identifiée avec la douleur fictive de l'auteur, décide de se suicider au moment où l'auteur la rejette de sa propre fiction. En guise de conclusion, on pourrait affirmer que l'auteur transpose des préférences sur papier les émotions primaires, notamment la colère et le dégoût. Les sentiments complexes, en particulier les sentiments positifs tels l'amour, sont suggérés plus canalisés. Ils ne constituent pas le moteur de l'action, mais tout au plus sa toile de fond. Une place à part mérite la jalousie et l'amour familial. Ces deux passions, à la base d'une grande partie de la production de Chloé Delhomme, se relient enfin explicitement dans son tout dernier roman, écrit avec le journaliste écrivain Daniel Schneiderman. La jalousie que l'auteur ressent ne concerne pas notre femme cette fois-ci, mais plutôt les enfants de son nouveau partenaire. Ils incarnent l'amour exclusif qu'elle n'a jamais connu. Son rapport difficile avec l'institution de la famille oppose sans cesse l'envie et le refus. D'une part, une forme de jalousie qui plonge ses racines dans le manque caractérisant sa vie d'orpheline. D'autre part, un choix lucide qui affirme la prééminence de l'individu face au collectif. De fait, si les rapports avec sa famille maternelle sont caractérisés par la haine et le mépris, leur rencontre avec la famille paternelle démarre avec la peur du contact tactile et se développe avec la conscience que la dimension familiale se fonde partout sur le mensonge et sur la suppression de la liberté individuelle. L'amour, en tout cas, est exclu. Je cite, « Il, la famille paternelle, affirme m'aimer de cet amour des sangs, un amour de principe, inscrit génétiquement, comme si les sentiments étaient a priori. » Chloé, quant à elle, leur oppose un refus qui compare, encore une fois, l'instinct avec la recherche d'une autodétermination, qui est le résultat d'un parcours singulier qui l'a amené à la déconstruction et à la reconstruction de son moi. Je cite, « Je voudrais les aimer, mais aimer, ça s'apprend. » Je vous remercie. Avant de vous remercier, je remercie encore une fois les organisateurs de la combinaison de ces deux interventions. Je ne dirais pas qu'on a réussi à représenter un système binaire avec vous deux, mais il y a deux pôles entre lesquels il y a une certaine tension qu'on va peut-être reprendre dans les questions. Mais surtout, merci Marika d'avoir ouvert vers la fin de notre colloque une autre perspective sous-jacente déjà, celle de ce qu'on appelle le emotional turn, que les titres cachent sous la formule de ce système binaire que je viens de mentionner. Donc, l'intégration du savoir des sciences exactes et la relation entre l'introspection du récit intime et les démarches expérimentales. Donc, je vous demande de poser des questions dans ce contexte. Gianfranco Rubino.
question de corpus pour Maïté Snowell, je suis exposé votre parcours, qui était plein de riches suggestions très pertinentes à propos du récit de deuil, de la mort, de la paix, etc. J'avais une curiosité, je voulais savoir si vous avez envisagé ou pas, ou si vous avez regardé, un autre auteur qui a été un petit peu un précurseur à la fois du récit de filiation, du récit de deuil et de l'auto-ressentiment, que je fais allusion à Jean Rau, à propos duquel il y a tout un récit de l'après, finalement, et je dirais même de la catastrophe. Je songe d'abord au Champ-d'Honneur, ensuite à des omnibus et l'intention de l'auteur également. Donc il nous montre tout un monde déserté par le père, justement, même s'il ne s'agit pas d'une attente de la fin, et même si cette fin est assez éloignée finalement, mais elle semble diviser justement après histoire d'un peu de partie. Je vous remercie, c'est une très belle suggestion que m'a faite également Dominique Viard hier. Donc je suis en retard dans mes lectures, de toute évidence. Jean Rau, c'est un gros morceau, je dirais. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas abordé du tout. Et je trouve qu'il y a des auteurs qui sont plus difficiles que d'autres, justement, à inclure dans une série. Il me semble que Jean Rau, il fait déjà vraiment tellement l'objet d'études à part entière, que je trouve plus difficile. Enfin, moi, ça me demanderait tout un autre travail, en fait, de pouvoir l'inclure dans ce panel qui n'est que suggestif, bien évidemment. Et je vous remercie pour cette remarque. Moi, j'aurais une question pour Marquin, si c'est possible. Oui, on va se mettre à la place du public. Car le public a dormi, j'en ai vu certains. C'est normal à cette heure-ci. J'ai beaucoup aimé ta communication. Chloé Delhomme, comme plusieurs auteurs dont on a entendu parler dans les 2 derniers jours, fait partie des auteurs que je n'ai pas lus non plus. Donc je ne ferai pas comme Pierre Bayard, je n'essaierai pas d'en parler. Mais que tu m'as vraiment donné envie de lire, justement. Parce qu'elle est quand même assez cloisonnée. Enfin, il y a comme toute une image qui l'accompagne et qui fait qu'on a l'impression de déjà la connaître avant de l'avoir lue, ce qui brise toujours un peu le désir de lecture. Mais tu m'as vraiment intriguée. J'ai beaucoup aimé les citations que tu as faites notamment, et en fait je suis restée sur une interrogation par rapport à ce que tu décris du sujet de la folie. Donc j'ai beaucoup aimé cette idée du sujet aliéné, mais qui est conscient qu'il est aliéné, donc qui n'est pas aliéné tant que ça. Mais dans la mesure où tu dis que Chloé Delhomme souffre de bipolarité, est-ce que ce ne sont pas quand même des moments successifs, c'est-à-dire c'est quand elle n'est pas dans une période maniaque qu'elle est capable de se rendre compte qu'elle était maniaque. Donc est-ce qu'il n'y a pas quand même des moments de désubjectivation dans la bipolarité? Alors là c'est une bonne question. Effectivement, la suggestion que j'ai donnée de Pinel n'est pas la bonne. C'est-à-dire justement que c'est une idée qui s'est avérée fausse par la suite. Séduisante. Il est évident que pendant une crise de folie, on l'appelle comme ça, on n'est pas conscient normalement. Alors l'idée de Pinel, c'était justement celle de pouvoir guérir ces personnes qui n'étaient pas impossibles à guérir, parce que justement il s'agissait de malades qui arrivaient à se rendre compte qu'ils étaient malades. Alors dans le cas de Chloé Delhomme, on est face à une personne qui parle tout le temps de sa maladie, de façon ouverte, cachée. Alors, ce qui m'intéresse, elle est fait justement qu'elle met en scène assez souvent de personnages malades ou fous, parce que là, elle joue un peu entre le concept classique, encore une fois, de la folie, donc ces images traditionnelles des folles par amour, de fous tout simplement, et l'effet de malades mentaux, qui donc ont une pathologie spécifique. Alors, elle se pose toujours, si tu veux, entre 2 pôles extrêmes, et elle cherche toujours à se placer au milieu, mais pas de juste milieu ariste, c'est bien justement, mais le fait de balancer un peu les deux. Alors, je pense que dans sa vie réelle, justement, elle a tenté 13 fois de suicide, parce qu'au moment où elle est dans la crise dépressive, elle ne se rend pas compte, évidemment, mais au moment où elle met sur papier ses sentiments, elle veut
qu'il y a toujours un aspect rationnel. Et c'est pour ça qu'elle insiste toujours sur le fait qu'elle est consciente qu'elle est malade, mais qu'elle ne veut pas être bornée par sa maladie. Alors, par exemple, dans son tout dernier roman, justement, elle dit qu'elle a arrêté de prendre ses médicaments parce que maintenant, elle vit avec son nouveau copain et qu'elle arrive à gérer ses crises. Donc, il a toujours l'idée, dans son homme, de surfemme, qui peut combattre même des aspects qui sont justement physiques ou mentaux, parce que là, le cerveau, pour elle, est toujours quelque chose de très lié au corporel. Donc, je ne sais pas si je suis bien. Oui, tout à fait. Merci. Bon, comme il n'y a pas de questions du public, je serais tenté de vous en poser, mais encore une fois. Alors, je me permets de vous poser la question. Le savoir des sciences exactes que vous avez citées est intégré et avec quelle fin finalement, ou plutôt avec quel résultat? Est-ce qu'il en résulte quelque chose en plus et qu'est-ce que ce serait ce plus qu'apporte la littérature ou est-ce que c'est seulement instrumentalisé pour étoffer une certaine argumentation? Les deux, si possible. Alors justement, la démarche de Chloé Delhomme est une démarche expérimentale. Oui. Dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'elle expérimente en littérature et donc elle met en littérature n'importe quoi. Les sciences, comme les jeux vidéo, comme justement la mode. Donc, dans ce sens, les sciences exactes sont un de matériaux qu'elle a et qu'elle insère dans ses propres textes. Mais il est vrai qu'elle insiste tout le temps sur le fait que sa démarche autofictive n'est pas une démarche subjective, mais justement engagée. Elle répète tout le temps, parler de moi, c'est faire du politique. Parce que si je change ma propre histoire, si je ressors des fictions collectives dans lesquelles on est un peu bloqué, je peux changer le moi, je peux changer les mondes. Alors, dans ce sens, le science exacte lui offre la possibilité de faire voir qu'on peut arriver à changer les choses et en même temps, elle participe aux fictions collectives, elle aussi. Donc, selon le point de vue, selon le roman, selon les textes dans lesquels on est, elle change un peu sa position parce qu'il n'y a absolument rien de certain, sauf le fait que le moi doit chaque fois se mettre en question et questionner le monde dans lequel il vit. Bon, alors je vous dois une dernière question. Non, c'est pas obligé, mais vous allez voir qu'il y a une motivation peut-être réelle. Donc, j'ai contribué dernièrement à un ouvrage comparé des littératures européennes sur la masculinité d'œuvres de femmes et sur l'image de l'homme dans des œuvres comme ça. Alors, si vous analysez, ou quand vous analysez le sentiment des hommes, est-ce que, implicitement au moins, on gagne aussi quelque chose concernant les sentiments des femmes, ou est-ce que c'est un monde à part? Alors, quelle est, disons, la transgression entre les deux sentiments de genre dérisé, je dirais? Merci pour cette question. Je ne pense pas qu'il y ait deux mondes. Pas du tout. C'est pas les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ou l'inverse. Ce que je crois plutôt, c'est ce que j'essaie de dire en fait, c'est que je pense qu'il y a une sphère du sentiment qui a été rejointe par les hommes. Et qui, selon moi, mais bon, je veux dire, c'est très subjectif, c'est très partial. Évidemment, ça dépend de ma propre histoire pathétique de la littérature. Mais je pense que cette sphère, elle a été créée par les femmes.
et que les hommes l'ont maintenant rejointe. Et ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, et je trouve qu'il y a des échos dans ce que Marika vient de présenter, c'est que chez les hommes comme chez les femmes, à partir du moment où ils en viennent à l'écriture, on n'est justement plus dans l'émotion, mais dans le sentiment, au sens où il y a une construction de pensée. Et c'est pour ça que j'ai rappelé la définition au début. Je trouve ça vraiment très important que, quelles qu'aient été, et c'est encore plus intéressant dans le cas de la maladie mentale, quelles qu'aient été les émotions brutes, incontrôlées, réactionnelles, réactives de l'individu, le sujet d'écriture, lui, quand il en passe à l'écriture, il est dans le sentiment. Et de ce point de vue-là, en effet, je ne ferai pas de différence entre des auteurs hommes ou femmes. Sauf qu'il y a des différences historiques, thématiques, d'intérêt. Donc, je vous remercie encore une fois toutes les deux.